Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, plusieurs dizaines de milliers de manifestants à Paris et un peu partout en France à l'appel de la CGT et de FO pour protester contre l'accord sur l'emploi. Les manifestants demandent aux parlementaires de ne pas voter cet accord en l'état. Au Sénat, le texte sera débattu fin avril. Jean-Noël Guérini, mis en examen à Marseille pour détournement de fonds publics dans une affaire de licenciement abusif présumé. Le sénateur PS est soupçonné d'avoir arrangé la démission de son ancien directeur de cabinet pour permettre à ce dernier de se présenter aux législatives en 2012. À l'occasion de la signature d'un accord au Sénat entre le réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale et les représentants des collectivités locales, gros plan dans ce journal sur une entreprise qui a fait de la réinsertion des personnes en difficulté son cheval de bataille. Bonsoir à tous. Ils étaient donc plusieurs milliers de manifestants à battre le pavé à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, à l'appel de la CGT et de Force ouvrière pour contester l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Les manifestants appellent les parlementaires à ne pas adopter en l'état le projet de loi sur l'emploi. Florence Thomazeau et Fabrice Cunet. La CGT et Force ouvrière côte à côte dans une manifestation, cela ne s'était pas vu depuis 1995. Mais pour défendre leur vision de l'emploi, les deux frères ennemis ont décidé de faire front commun. La CGT ne veut pas de ce plan de sécurisation de l'emploi qui prévoit notamment d'accorder de nouveaux droits aux salariés, comme les droits rechargeables à l'assurance chômage, en échange de plus de flexibilité. On touche au contrat de travail, votre temps de travail, votre rémunération ne vous sera plus garantie. Si ce texte passe, on pourra vous imposer une baisse de salaire, une augmentation du temps de travail et vous n'aurez d'autre choix que de vous plier aux injonctions de votre employeur. Plus que la flexibilité, certains élus dénoncent un texte synonyme de régression sociale qui menace le Code du travail. Et le Code du travail, il a été construit pour protéger les salariés et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose un très grave problème et qui conduit à l'augmentation du chômage, c'est qu'on a fragilisé la protection des salariés et qu'on donne sans cesse plus de liberté aux actionnaires de licencier. Si on continue dans cette voie-là, eh bien on aura inévitablement une explosion du chômage, de la précarité et on affaiblira la société tout entière. Même si les deux syndicats se défendent de prendre François Hollande pour cible, dans le cortège, beaucoup fustigent la politique de gauche. La gauche au pouvoir gouverne un petit peu mal, parce que les gens n'ont pas, je pense personnellement que les gens ont voté, ont voulu virer Sarkozy, mais pas pour remettre la même politique, quoi, je pense. Donc actuellement, c'est un peu le cas, quoi, voilà. Le texte, voté par une majorité de syndicats et le MEDEF, sera examiné au Parlement en avril. FO et la CGT espèrent la suppression de tous les articles néfastes aux salariés, voire le retrait total du texte. Comment concilier sécurisation de l'emploi et flexibilité pour les entreprises? C'est tout l'enjeu de cet accord qui a été signé le 11 janvier dernier par le MEDEF et 3 syndicats dont la CFDT. Le texte transposant cet accord dans la loi sera présenté demain en Conseil des ministres et examiné début avril d'abord à l'Assemblée nationale puis ensuite au Sénat pour une adoption définitive en mai. Que prévoit exactement cet accord? Le détail avec Camélia Campuzano. Flexi-sécurité, le maître mot de ce texte très technique. Théoriquement du gagnant-gagnant pour employeurs et employés. Côté salarié, l'accord du 11 janvier signifie des droits rechargeables à l'assurance chômage. Quand le chômeur retrouve du travail, ses indemnités non utilisées sont donc stockées. Autre avantage négocié, une complémentaire santé financée par l'employeur pour tous les travailleurs. Après la sécurité, c'est la flexibilité qui est renforcée. Point crucial pour les entreprises, des licenciements facilités, des délais plus courts et la possibilité d'agir de façon unilatérale sous le contrôle de l'inspection du travail, donc de l'État. En cas de litige, le salarié n'a plus que 2 ans au lieu de 5 pour contester ce licenciement au prud'homme et les indemnités sont limitées. Autre victoire du patronat, ce qui est appelé le maintien dans l'emploi. Le temps de travail quotidien et les salaires pourront être ajustés en cas de difficulté de l'entreprise. Et pour favoriser les CDI, les contrats courts seront taxés davantage. Les cotisations sociales passeront de 4% à 5,5% ou à 7% pour les contrats de moins de 3 mois. Une mesure qui exclut la majorité des CDD selon Force ouvrière. Un accord fragile, signé par 3 syndicats sur 5, mais rejeté par la CGT et FO. Ces 2 organisations syndicales représentent à elles seules 60% des salariés.
Alors que va faire le Parlement sur ce texte? Une centaine de parlementaires PS ont signé dimanche une tribune pour défendre cet accord qui est contesté par une partie de la gauche. Écoutez la réaction du ministre Benoît Hamon. Il était cet après-midi au Sénat. Le Parlement, il a toujours son mot à dire. Et celui qui voudra que le Parlement ne dise rien, je veux dire, celui-là n'existe pas. Mais je ne sais pas dans Ensuite, il y a l'esprit de la démocratie sociale. Le président de la République a souhaité que on respecte l'économie générale de ce texte. Pourquoi? Parce qu'il a été engagé. Comment dire, le compromis a été trouvé dans un exercice qui est un exercice nouveau, avec une méthode nouvelle. Cela étant dit, on verra maintenant de quelle façon le débat se noue au Parlement. Moi, il ne m'appartient pas, comme membre du gouvernement, d'anticiper ce que sera le travail des parlementaires. Et puis l'ancien Premier ministre et sénateur UMP de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin, était l'invité de Preuve par 3. Il a également réagi aux manifestations contre cet accord. On l'écoute. Je pense que le climat social est explosif. Je suis assez préoccupé de la situation sociale dans le pays. Cette manifestation est un modeste signal, mais il y en aura d'autres, hélas, parce que la situation est grave. Vous avez une crise de l'emploi auquel va s'ajouter la crise des impôts, la crise de la classe moyenne qui ne va pas supporter qu'on fasse appel à des impôts nouveaux pour équilibrer le budget. Après la polémique de ce week-end sur une éventuelle prime à la casse sur les diesels, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, annonce qu'aucune décision ne sera prise sur ce sujet en 2013. La prime de conversion donc sera pour plus tard. Christiane Taubira lance une consultation sur la réforme des tribunaux de commerce. La garde des Sceaux veut les rendre plus efficaces et pencherait pour une professionnalisation des juges consulaires. Julie Hulin. Les 5 précédents gouvernements s'y sont tous cassés les dents et heurtés à la fronde des juges consulaires. Christine Taubira relance le débat pour, dit-elle, rendre plus efficace la justice commerciale qui décide notamment de la vie et de la mort des entreprises. La France compte aujourd'hui 135 tribunaux de commerce. À leur tête, 3200 juges consulaires, des commerçants et chefs d'entreprise élus par leurs pairs et qui travaillent bénévolement. Des juges dont l'indépendance est souvent mise en cause dans les nombreuses affaires de liquidation judiciaire. La difficulté en ces périodes de crise, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en difficulté, qui vont donc être dont le sort dépend des tribunaux de commerce. Et ce qu'on aimerait, c'est que ces décisions soient prises en toute indépendance et impartialité. Si les juges consulaires se disent aujourd'hui prêts à faire évoluer les choses en termes de formation et de déontologie, pas question pour eux de laisser entrer dans leurs tribunaux des juges professionnels. Nous sommes, nous juges consulaires, femmes et hommes d'entreprise, qui avons une connaissance de l'entreprise, du vécu de l'entreprise. Et cet esprit d'entreprise, nous voulons qu'il continue de souffler au sein de l'institution consulaire. La France est pourtant le seul pays d'Europe où la justice commerciale est rendue par des juges non professionnels. La concertation ouverte aujourd'hui devrait aboutir à un projet de loi à la rentrée. Signature cet après-midi au Sénat d'un accord entre le réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale et les représentants des collectivités locales comme l'AMF ou l'ADF en présence du ministre délégué à l'économie sociale et solidaire Benoît Hamon. Les signataires reconnaissent la place importante de l'économie sociale et solidaire dans l'économie nationale ainsi que son rôle majeur dans l'économie des territoires. À cette occasion, gros plan dans ce journal sur une entreprise de nettoyage basée dans le 18e arrondissement de Paris qui tente de réinsérer des personnes en difficulté. Joachim Robe. Une société de nettoyage en plein cœur de la Goutte d'Or. Mais pas une entreprise comme les autres. Ici, le but n'est pas le profit, mais l'insertion. Le principe de l'entreprise d'insertion, c'est de salarier des personnes qui sont en grande difficulté sociale. Elle va réapprendre les codes du travail, réapprendre à travailler, apprendre un métier et lever ses freins à l'emploi. Outre les 3 permanents, l'entreprise emploie 18 personnes chargées de nettoyer une 50aine de sites. Bureaux, immeubles privés ou logements sociaux, avec une particularité. On utilise très peu de machines parce que nous, la main-d'œuvre, elle ne nous fait pas peur. Au contraire, on la recherche. Plus on a de personnes qui sont mises à l'emploi, mieux on réussit notre mission d'insertion. Chaque salarié peut consacrer 20% de son temps de travail à des démarches administratives pour obtenir un logement, la CMU ou un emploi pérenne, et bénéficie pour cela d'un accompagnement. J'ai trouvé une offre qui pourrait vous intéresser. On est dans le métier que vous recherchez, le métier de gardien d'immeuble. Il y a la fonction de nettoyage que vous savez faire, puis il y a toute la partie administrative. Sur laquelle vous n'avez pas encore d'expérience, mais peut-être que vous pourrez arriver à vous vendre. Et du coup, accompagner tout en responsabilisant.
C'est à elle de faire la démarche maintenant, d'aller s'inscrire auprès de l'organisme. Et elle va aller après à la session de recrutement. Je ne vais pas l'accompagner, elle ira toute seule. Depuis sa création en 1997, l'association a aidé plusieurs centaines de personnes à retrouver le chemin de l'emploi. Et puis à lire sur notre site internet publicsénat.fr, le collectif Manif pour tous emmené par Frigide Barjot qui refait parler de lui. Il a publié sur son compte Twitter la lettre que lui a envoyée le sénateur PS Jean-Pierre Michel, rapporteur au Sénat du texte ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Il a refusé d'auditionner les représentants de ce collectif et se justifie ainsi. J'entends des personnes représentatives, pas des gens qui veulent se faire de la com ou de la publicité sur le dos des homosexuels. C'est donc un entretien à lire sur notre site publicsénat.fr. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et sénateur socialiste Jean-Noël Guérini a été mis en examen à Marseille dans une affaire de licenciement abusif présumé de son ancien directeur de cabinet et actuel député Jean-David Ciot. La justice soupçonne une démission arrangée destinée à permettre à ce dernier de se présenter aux législatives en 2012, ce que nient fermement les deux hommes. On écoute tout de suite Jean-Noël Guérini. J'ai été mis en examen, bien sûr, et bien que présumé, je répète, et bien que présumé coupable, non, innocent, et bien que présumé coupable par le juge, je suis innocent. Moustapha Benjafar, président de l'Assemblée constituante de Tunisie, a été reçu cet après-midi par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Moustapha Benjafar estime que le nouveau gouvernement sera formé dans les 24 à 48 heures, même si des blocages subsistent encore sur les noms des personnes et la plateforme politique, a-t-il indiqué lors de sa visite à Paris. La manifestation contre l'accord sur l'emploi donc réunit plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris et dans d'autres villes de France à l'appel des deux centrales Force ouvrière et de la CGT. Les manifestants se sont mobilisés contre un accord qu'ils estiment made in MEDEF. Ils demandent aux parlementaires de ne pas voter la loi en l'état. On en parle avec nos invités ce soir sur ce plateau. Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Également avec nous ce soir sur ce plateau, Benoît-Roger Vasselin. Vous êtes président de la commission Relations du Travail, Emploi et Formation du MEDEF. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral de Force ouvrière. Et Bernard Van Crenest, vous êtes donc le président de la CFE-CGC, un des syndicats donc, qui a signé cet accord. Stéphane Lardy, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Vous avez réussi à mobiliser au-delà du cercle syndical. C'est une victoire selon vous? Cela veut dire que les salariés ne sont pas d'accord avec cet accord? C'est déjà pour nous une forte mobilisation. À peu près en France, 200 000 personnes qui ont répondu à l'appel de Force ouvrière de la CGT. Dans une période de vacances, alors que ça concerne plus les salariés du privé, on considère qu'effectivement c'est un très bon score pour les mobilisations et ça montre effectivement que les salariés, les militants des organisations syndicales, du moins les deux des trois grandes organisations syndicales, eh bien considèrent que cet accord est mauvais et appellent les parlementaires à jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la transposition de l'accord du 11 janvier. Monsieur Van Crenest, vous qui avez signé cet accord, que répondez-vous à Stéphane Lardy? On a vu cet après-midi au cours de la manifestation que cet accord c'était de la régression sociale, un accord de la honte, on a pu lire sur les banderoles. Oui, je pense qu'il faut éviter de crier avant d'avoir mal. Nous sommes dans une situation où nous sommes tous perdants quand on voit la dégradation de la situation économique et les conséquences sur l'emploi. Donc, j'invite chacun à prendre connaissance de la réalité de cet accord, dans lequel, certes, il y a ces fameux accords compétitivité-emploi, mais je ferai observer que au plus fort de la crise de 2008-2009, on a beaucoup parlé du chômage partiel comme étant un des moyens, un des outils pour éviter le licenciement. On nous compare souvent à l'Allemagne. Je rappelle qu'en 2009, l'Allemagne a eu une récession économique 2 fois plus importante que la nôtre et quasiment 3 fois moins de chômage. Parce que eux ont su avoir recours à ce type d'outils, compétitivité-emploi, chômage partiel. Nous, ça fait 5 ans qu'on en parle, 5 ans que l'on dit qu'il faut relever les quotas, qu'il faut homogénéiser, permettre à chacun d'y avoir recours. On a mis en place un dispositif dit d'APLD, activité partielle de longue durée.
bonne indemnisation, au moins 80% pour les salariés concernés. Simplement, la contrepartie, c'était que les entreprises s'engagent à ne pas licencier pendant 2 ans. On constate 3 ou 4 ans après que ça n'a pratiquement pas été utilisé. On voit bien qu'il y a un problème de confiance dans notre pays. Il y a un problème de nature de relations sociales, toujours conflictuelles, toujours en opposition. Ce que nous avons voulu, et c'est une des raisons majeures pour la dans ce journal, je vais faire réagir Marie-Noëlle Lienemann. Vous étiez parmi les manifestants cet après-midi. Le Front de gauche estime que c'est un accord Made in MEDEF. Est-ce que vous reprenez cette expression moi, je suis pas au Front de gauche. À votre compte? Il vous a pas échappé que je ne suis pas au Front de gauche, je suis socialiste. Moi, je dis autre chose. Je dis l'accord tel qu'il est un accord déséquilibré, dans lequel les rares avancées sont déjà souvent formelles et pas réelles. J'entendais tout à l'heure dans votre présentation le droit, paraît-il, rechargeable aux indemnités chômage. Or, vous savez que ce qui est écrit dans l'accord, c'est que sous réserve qu'il y ait un financement dans le cadre de la réforme de l'UNEDIC. Or, tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, on a déjà un problème de trou pour l'UNEDIC. Et que ce n'est pas la première fois que c'est signé, ça fait 1 ou 2 fois déjà que c'est signé entre partenaires sociaux et que ça n'est pas appliqué. En revanche, les dispositions négatives que nous avions combattues pendant la campagne électorale, et moi je ne change pas d'avis, on avait déjà une crise, on savait l'état de l'économie française, on voyait venir le péril. Les accords dits compétitivité-emploi, qui s'appellent maintenant maintien dans l'emploi, sont de mon point de vue inutiles pour l'emploi et dangereux pour la situation des salariés. Utilisons déjà à plein, par exemple, le chômage partiel, les systèmes qu'on a essayé de mettre en place, et pour la raison que vous indiquez. Mais oui, mais si vous comprenez que vous n'allez pas avoir un dialogue social plus confiant quand vous fragilisez davantage les salariés et que l'ensemble des organisations qui sont hostiles à cet accord représentent plus de salariés que ceux qui y sont favorables. Vous avez raison de dire qu'il faut qu'on légitime la démocratie sociale. Et la démocratie sociale, ça suppose que l'accord soit plus équilibré. Et par ailleurs, ça suppose aussi des choix macroéconomiques. Moi, je veux bien, mais on peut faire tout ce qu'on veut pour essayer de dire qu'on va fragiliser, flexibiliser. Enfin, je veux pas, hein, je suis contre. Mais si vous n'avez pas de boulot, si vous n'avez pas de commande, si vous n'avez pas de visibilité à moyen terme, vous pouvez toujours essayer de trouver tout. La réalité, c'est que les entreprises ne consolideront pas l'emploi. Donc, je le dis, ça ne résout pas nos problèmes, ça fragilise le monde du travail. Les quelques avancées sont très formelles et dans beaucoup de temps. En revanche, il me semble qu'on ferait mieux ensemble, tous, de réfléchir à quelle est notre stratégie économique pour créer de la croissance et de l'emploi. Benoît Rouget-Vasselin, Marie-Noëlle Lienemann parle d'un accord déséquilibré. On a beaucoup dit que c'était un accord en faveur du MEDEF. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont les seules gagnantes de cet accord? Écoutez, Marie-Noëlle Lienemann est une femme de conviction, elle est fidèle à ses convictions et je les respecte pleinement, mais ce n'est pas un scoop que je ne sois tout à fait d'accord avec elle et que je considère pour ma part au contraire, au nom du MEDEF, que cet accord est un accord au contraire très équilibré. C'est un accord, je reprends le mot de Ségolène Royal, gagnant-gagnant. C'est effectivement pour nous un peu plus de souplesse, de flexibilité qui est donnée aux entreprises et la possibilité pour elles de sauver l'emploi, parce que je ne veux pas vous compromettre, madame, mais je suis d'accord avec une partie de ce que vous avez dit, une faible partie, quand vous avez dit que s'il n'y a pas de carnet de commandes, on peut tout faire de toute façon, on ne pourra pas employer les salariés. Et dans la lignée de cet accord, nous sommes en train de travailler à l'unification des systèmes d'activité partielle, précisément pour pouvoir avoir recours au chômage partiel d'une façon qui soit simplifiée et rendue beaucoup plus efficace. Donc nous pensons que tout ça va dans le bon sens et que c'est un accord gagnant-gagnant, mais ce n'est pas effectivement une nouveauté que nous ne soyons pas pleinement d'accord là-dessus. Alors en quoi le salarié est-il gagnant dans cet accord? Le salarié est gagnant à plusieurs reprises. D'abord, les droits rechargeables, on va pouvoir les mettre. Même s'il y a cette question effectivement du financement, avec la question de l'endettement de l'UNEDIC. Oui, la question du financement est évidemment une question que nous ne pouvons pas éluder. L'accord prévoit qu'il faut que l'UNEDIC ait les financements permettant de financer les droits rechargeables. Donc par définition, il faut qu'on arrive à trouver les solutions les plus appropriées. Il faut le risque, c'est que les indemnités chômage baissent aussi pour les bénéficiaires. Pas forcément. Il faut qu'on se remette autour d'une table, je reprends l'expression qui a été utilisée, et qu'on essaye de voir ensemble de quelle manière on pourrait les rendre plus optimisés. Et puis d'autre part, vous avez la mutuelle généralisée, la mutuelle médicale généralisée pour tous les salariés, qui est effectivement une avancée. Tous les salariés, croyez-moi, qui n'ont pas de mutuelle, voient la différence et voient que ce sera quelque chose de très important pour eux, par exemple. Et puis vous avez de toute façon dans cet accord un certain nombre de dispositions qui sont prises en faveur de la mobilité, qui simplifient les dispositifs et pour les entreprises et pour les salariés, et qui permettent tout simplement qu'on s'adapte mieux
aux difficultés de la conjoncture. Donc nous pensons que c'est un accord On gagnant-gagnant. parlera peut-être de la mobilité un petit peu après. Je voudrais juste vous faire réagir, Stéphane Lardy. FO et CGT, main dans la main, c'est extrêmement rare. Est-ce que la situation est telle que ça justifie que les deux centrales syndicales surmontent leurs oppositions, leurs différences? Écoutez, c'est pas la première fois que la CGT et Force ouvrière défilent ensemble dans des manifestations. Ne Ça faisait longtemps, la dernière fois c'était en 95. C'était pas en 95 la dernière fois. Il y a eu les retraites, voilà. Sur les grandes manifs sur les retraites. Les grandes manifs sur les retraites. Donc c'est pas ne faisons pas un scoop de ce qui n'est pas un scoop. On va pas faire la réunification après la scission de 47. Donc l'analyse que font FO et la CGT, c'est la même analyse en disant cet accord est mauvais. L'accord est mauvais, c'est tout. Il ne participe pas. Je rappelle que le gouvernement, la feuille de route, c'est la sécurisation de l'emploi. Or, ce qui ressort de ce texte de l'accord du 11 janvier... Et en contrepartie, une plus grande flexibilité pour les entreprises. C'est la flexi-sécurité à la française. C'est ce qu'on a essayé je rappelle que la Confédération européenne des syndicats, à laquelle adhèrent l'ensemble des grandes organisations syndicales françaises, considère depuis quand même quelques années que la flexi-sécurité, c'est la flexibilité. Alors effectivement, l'accord, il est gagnant-gagnant, gagnant pour le MEDEF et gagnant pour le MEDEF. C'est-à-dire que ce qui est au cœur quand même de cet accord, c'est le droit du licenciement. C'est ça le cœur de cet accord. Les droits rechargeables, ça existe déjà. Ça existe déjà. On dit simplement, effectivement, comme l'a rappelé Benoît-Roger Vasselin, et comme l'a rappelé Marie-Noëlle Lienemann, il est indiqué dans l'accord qu'il ne faut pas que ça aggrave le déséquilibre financier de l'assurance chômage. On a 18 milliards d'euros d'endettement à l'assurance chômage. Comment on va payer? Les droits rechargeables, c'est pas gratos, il faut le payer. La complémentaire santé, ce qui est dans le projet de loi, ce n'était pas dans l'accord. D'ailleurs, dans l'accord, il n'y avait pas de généralisation et il y avait une interdiction de ce qu'on appelle des clauses de désignation, c'est-à-dire de mutualiser au niveau de la branche l'ensemble des prestations, ce qui permet de répondre au principe de solidarité et d'égalité de traitement entre les travailleurs. Le patronat, dans cette négociation, l'a refusé. C'était interdit par l'accord. Et nous sommes extrêmement satisfaits que le projet de loi remette les causes de désignation. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne participent bien évidemment pas à la sécurisation de l'emploi. Vous parlez de la question des licenciements. Pourtant, sur le papier, on voit qu'en ce qui concerne les licenciements collectifs, la procédure devrait être validée au choix par un accord collectif majoritaire ou par l'administration. C'est quand même une avancée, ça, Bernard Van Krennes, selon... Non seulement cela, mais ce que nous voulions à la CFE-CGC, nous l'avons obtenu parce que nous voulons évidemment une évaluation réelle de la situation de l'entreprise par un organisme tiers pour apprécier la situation économique et financière. Nous souhaitions que ce soit un accord à durée déterminée de 2 ans, évalué en permanence, et qu'il y ait parallélisme des formes entre les efforts demandés aux salariés et ceux demandés aux actionnaires et aux dirigeants de l'entreprise, mais aussi qu'il y ait une clause de retour à meilleure fortune. Regardez, là encore, je prends l'exemple en Allemagne, ce qui s'est passé chez Volkswagen à la fin des années 90. La situation était dégradée, ils ont mis en place la semaine de 28 heures. Baisse de l'horaire de travail, baisse des salaires. Aujourd'hui, ce groupe s'est totalement redressé. Il en est même à distribuer une prime de plus de 7 000 € à chacun de ses salariés en 2013. On voit bien que quand on définit clairement, quand la situation s'améliore, ce qui revient aux salariés, et puis vous parliez des licenciements facilités. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, on va vous donner la parole. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est pas seulement des licenciements dont beaucoup échappent à un quelconque contrôle, parce que les ruptures conventionnelles, oui, si l'administration n'y s'y est pas opposée dans les 15 jours, bon, c'est réputé valable. Il y a beaucoup de CDD. Beaucoup de CDD très courts actuellement, nous avons obtenu leur taxation, et ce que l'on peut constater malheureusement, c'est que les entreprises rechignent à embaucher. Alors, licenciements, malheureusement, ils ont lieu déjà depuis pas mal de temps, mais dans le même temps, il n'y a pas non plus d'embauche, d'où la situation très dégradée de l'emploi que nous connaissons aujourd'hui. Marie-Noëlle, vous vouliez réagir, on ne peut pas comparer la situation française à l'Allemagne. Il y a de la cogestion à Volkswagen. Codétermination. Codétermination, ça veut dire que quand il y a licenciement, les salariés votent qu'ils sont d'accord parce qu'ils pensent que c'est vraiment la seule solution. Et quand la clause de retour à bonne fortune a lieu, ils sont sûrs de pouvoir l'avoir car ils ont une part du pouvoir. Notre culture n'est pas la même. Donc on ne peut pas nous donner... Et en plus, il n'y a pas que des usines qui vont bien en Allemagne. Il y a aussi, moi j'ai des amis allemands qui sont en train d'être licenciés dans des conditions terribles dans le secteur industriel il y a aussi des travailleurs pauvres. Donc oui. de ce point de vue, je dis arrêtons, on ne peut pas comparer les systèmes sociaux.
En revanche, je vous ai posé une question qui est juste, qui est de savoir, après tout, on va avoir les licenciements qui vont être homologués par l'administration. Ce serait parfait puisqu'on serait au retour à l'autorisation administrative de licenciement. Mais on a de quoi rigoler. La raison, le fait est que cette homologation, elle suppose que les services de l'État soient capables, dans un délai de 2 mois, puisque si au bout de 2 mois, ils n'ont pas homologué, l'accord est réputé admis, vont pouvoir être en situation de juger l'opportunité ou non de ce plan social. Et pourquoi il y a cette demande, alors que le MEDEF était toujours hostile à l'intervention de l'État et de l'administration? C'est qu'aujourd'hui, les juges du tribunal civil ont mis en place toute une jurisprudence protectrice pour les salariés. Et pour éviter cette jurisprudence protectrice et surtout la capacité d'avoir des référés qui permettent d'agir vite, le recours à l'administration, dont le MEDEF dit très souvent qu'elle a ses lenteurs, ce qui n'est pas faux, amène au tribunal administratif, dont chacun connaît la rapidité d'action et les capacités légales ne sont pas les mêmes. Donc il s'agit là d'embourber le système pour rendre impossible la contestation des plans sociaux qui le sont de plus en plus au niveau des tribunaux. Stéphane Hardy, vous partagez l'analyse de Marie-Noëlle Lienemann sur cette question des procédures de licenciement. Voilà, il y a une utopie. Je voudrais juste dire que sur l'histoire de la mutuelle, on peut féliciter aussi le monde mutualiste qui, aux côtés des syndicats, s'est mobilisé pour que le texte final soit un texte plus conforme à l'intérêt général de tous. On va rester sur cette question des licenciements. Voilà. Et de la même manière, le syndicat de l'administratif, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France contestent l'affaire. Simplement sur les plans de sauvegarde de l'emploi, je rappellerai quand même, il faut remettre les choses en perspective. Cet accord est un accord grandes entreprises. Les plans de sauvegarde de l'emploi en France, en 2011, il y en a eu 952. Ça représente, les licenciements économiques représentent 2,6% des entrées à Pôle emploi. Donc ça ne concerne quasi pas les ruptures de contrat. C'est une cible ratée cet accord parce que les premières entrées à Pôle emploi, c'est 120 000 à 130 000, c'est les fins de contrats à durée déterminée. Et la surcotisation contrat précaire, c'est vous arrêtez de l'eau avec une passoire, ça marche pas bien. Quant au chômage partiel, Bernard a cité l'exemple allemand. Les Allemands en 2009, les pouvoirs publics allemands ont mis 6 milliards d'euros sur le chômage partiel. On a mis 600 millions d'euros. Donc le vrai débat qu'on devait avoir dans cette négociation et qui n'a pas eu lieu, c'est la question des fins de contrats à durée déterminée. 15 millions de contrats à durée déterminée. Alors il y aura peut-être lieu ce débat au Parlement, mais je voudrais quand même rappeler ces chiffres. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de chômeurs en France. L'INSEE va confirmer jeudi, c'est 10% de la population active. Cet accord, quand même, doit permettre d'éviter les licenciements, de les encadrer. Vous, au MEDEF, vous dites que ça va permettre justement d'enrayer cette peur de l'embauche qu'ont les entrepreneurs. Oui, nous pensons. Je suis un peu partagé en écoutant Mme Lienemann et Stéphane Hardy, parce que la description qu'ils font est relativement exacte juridiquement, simplement nous n'en tirons pas du tout les mêmes conséquences. Un mot juste très brièvement, puisque ça a été évoqué 2 fois sur les clauses de désignation. Le MEDEF souhaitait des clauses de recommandation, c'est-à-dire qu'on puisse faire jouer la solidarité, mais que ce ne soit pas une obligation pour l'entreprise. Bon. La vision de Force ouvrière et de Mme Lienemann est différente, elle est fort respectable, simplement la nôtre est respectable aussi. Elle consiste simplement à faire jouer, effectivement. On n'est pas d'accord. Et donc, si vous voulez, sur ce plan-là, nous considérons effectivement qu'il aurait été beaucoup mieux de s'en tenir à l'article 1 de l'accord, c'est-à-dire effectivement de faire jouer la libre concurrence dans l'intérêt de tous, puisque c'est ce qui permet... Bon. Or, nous considérons que là, il y a une entorse par rapport à l'accord. Sur ce qui concerne l'Allemagne, je suis intéressé très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps dans le journal. La codétermination est un modèle qui fonctionne bien, puisque si c'est une déclaration que vous faites ce soir que la codétermination est un modèle... Merci à tous. En tous les cas, on voit que ça fait débat et la bataille parlementaire continuera. Donc je rappelle à l'Assemblée au mois d'avril et au Sénat pour une adoption définitive. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités de ce journal. C'est d'ailleurs la fin et bonne soirée à tous et à demain, même endroit, même heure. Le gouvernement qui est issu d'une candidature de M. Sarkozy, tout le monde se souvient que l'intéressé allait dans les usines, il prenait la voix de Jean Jaurès, mimait presque les accents de la CGT. Mais les usines, il les a abandonnées pendant son mandat. Et aujourd'hui, nous contemplons les dégâts sur les territoires. Donc la question, c'est quelles sont les solutions ?
Un an après les discours de campagne, le PS bute à son tour sur le sujet brûlant des fermetures d'usines. Alors quel message a succédé à ce volontarisme de la campagne? Comment s'expliquent les couacs et les changements de discours? Et quelles stratégies de communication ont choisi les têtes de l'exécutif face aux cascades de plans sociaux? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Arnaud, Jean-Marc et François en pompiers du Made in France. Déshabillons-les, samedi à 23h45 sur Public Sénat.